Arnold Rothstein est un gangster peu connu du grand public. Son nom apparaît généralement lorsqu'on évoque des mafieux comme Meyer Lansky ou Lucky Luciano, en se référant à Rothstein comme leur mentor et à leur investisseur. Mais ce n'est là que la première facette de la personnalité complexe de l'homme d'affaires juif. En commençant, tel un oignon, à éplucher couche après couche, on découvre d'abord que Rothstein a contribué à l'ascension d'au moins une douzaine de grands gangsters de la Prohibition. On apprend ensuite qu'il était l'un des plus grands parieurs des États-Unis et qu'il a réussi à truquer le résultat du plus grand tournoi de baseball de toute l'Amérique. Mais ce n'est pas tout. En creusant un peu, on réalise que Rothstein avait de sérieuses relations politiques et qu'il servait d'intermédiaire entre les autorités et la communauté criminelle. Enfin, il a été l'un des premiers à mettre en place un réseau organisé de trafic de drogue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un gangster qui a réussi à transformer tout ce qu'il touchait en argent. Il était joueur, propriétaire de casino, trafiquant d'alcool et de drogue, usurier, et chaque activité lui permettait d'augmenter son capital. Et plus il gagnait d'argent, plus il l'investissait, exposant le monde à de nouvelles figures criminelles ou à de nouveaux moyens illégaux de gagner de l'argent. Si vous voulez savoir comment un homme a réussi à mettre la main sur tout ce qui allait alimenter la pègre pendant tout le XXe siècle, rencontrez Arnold Rothstein, l'homme de l'autre côté de la loi. Tous les héros précédents de ma chaîne étaient issus de familles pauvres, immigrés depuis peu aux États-Unis. Ils ont connu le charme de la pauvreté de première main et le crime a été leur raccourci vers une vie meilleure. Une vie qu'Arnold Rothstein avait connue dès son plus jeune âge. Arnold, que l'on appellera plus tard le cerveau et la grosse caisse, n'est pas un immigré. Son grand-père est arrivé aux États-Unis au milieu du 19e siècle et son père était déjà né aux États-Unis. Avant la naissance d'Arnold en 1982, sa famille est donc passée par les étapes de l'adaptation et de la pauvreté. Ses parents, Abraham et Esther Rothstein, vivaient à New York et étaient des juifs orthodoxes typiques. Ils honorent la culture et la religion de leurs ancêtres et tentent d'inculquer les mêmes valeurs à leurs enfants, qui sont au nombre de 5 dans la famille. Bien qu'Abraham réussisse à nourrir une telle horde, il était un homme d'affaires prospère et la famille Rothstein pouvait bien être qualifiée de riche, mais pas pour accorder suffisamment d'attention à chaque enfant. C'est du moins ce que pense Arnold, qui grandit dans l'égoïsme et la jalousie. Enfant, le futur Gross Bankroll détestait son frère aîné et pensait qu'il avait tout ce qu'il y avait de mieux et même plus, accusant ses parents. Peu à peu, le mécontentement de l'enfance s'est transformé en rébellion adolescente, et si le frère aîné, voulant plaire à son père, a fait des études de rabbin, Arnold, au contraire, au grand désarroi de ses parents, a renié les valeurs juives et s'est dit d'abord et avant tout américain. Cette désobéissance à l'instruction parentale se traduit par le fait que Rothstein, qui ne manque pas de capacité intellectuelle, est très réticent à l'idée d'étudier dans une école religieuse juive. La seule matière qu'il accepte en raison de son amour des chiffres est celle des mathématiques. Pendant le reste des cours, la tâche principale du petit Arnold est d'inventer des stratagèmes pour ne rien apprendre tout en déjouant les professeurs. Même un imbécile savait que Rothstein quitterait tôt ou tard l'enseignement classique. En parallèle de ses ruses à l'école, Arnold commence à s'intéresser aux jeux d'argent, qui combinent ses deux principales passions de l'époque, l'amour des chiffres et la rébellion contre la vision du monde de son père, car les jeux d'argent étaient strictement interdits par les enseignements religieux juifs. Cependant, dans la ville de New York de ces années-là, il n'y avait pas d'interdiction aussi stricte de divertissement pour ceux qui aimaient tenter leur chance. On pouvait même dire que la grosse pomme de la fin du 19e siècle et du tout début du 20e était à la fois Sodome et Gomorrhe, où les jeux d'argent étaient le péché le plus innocent. Les criminels et le pouvoir s'entremêlant comme des amants qui ne se sont pas vus depuis longtemps, les rues de New York étaient un mélange de bordel, de fumeries de drogue et de maisons de jeu, parsemées de flics et de politiciens corrompus, et ornées d'un premier stade de criminalité organisée. La vague d'indignation suscitée par le déclin moral commençait tout juste à prendre de l'ampleur. Les drogues n'étaient pas interdites et il n'y avait pas de prohibition de l'alcool. Le pouvoir était largement acquis non pas par la force de la persuasion, mais par la coercition, les pots de vin et les escroqueries. Il n'est pas surprenant que ces administrateurs aient été non seulement heureux de couvrir les actes obscurs, mais qu'ils aient souvent été eux-mêmes propriétaires de maisons closes ou de maisons de jeu. C'était une époque où les moyens louches de gagner de l'argent du monde moderne prospéraient sous le soleil de midi. Dans un tel monde, le jeune Rothstein pouvait facilement trouver un endroit où même un adolescent était prêt à accepter un pari. Arnold traîne dans les boutiques de paris locales et, n'étant pas autorisé à entrer en raison de son âge, il tente d'attirer l'attention de quelqu'un à l'intérieur pour qu'il parie sur le cheval choisi. Le plus souvent, il y parvenait et, après avoir placé son pari, il attendait impatiemment la fin de la course à l'extérieur. Le seul hic, c'est que le bookmaker ne venait le voir que si le cheval perdait, et que s'il gagnait le pari, il était tout simplement ignoré.
Après être tombé plusieurs fois dans le panneau dans différents bureaux, Rothstein a compris, grâce à cet exemple amer, comment fonctionne le secteur des jeux d'argent et qui y gagne vraiment. Cependant, comprendre et commencer à appliquer les connaissances acquises sont deux choses très différentes. Arnold continue de jouer, se fiant uniquement à sa capacité de mémorisation et d'analyse. Il évite désormais les bookmakers et se met à jouer aux dés et aux cartes avec ses camarades. Ses passe-temps et ce manque de volonté d'apprendre n'échappent pas à son père, qui décide d'impliquer son fils dans l'entreprise familiale. Il le retire de l'école à l'âge de 16 ans et l'envoie parcourir le monde en tant que vendeur pour son entreprise. Sans surprise, cela tourne mal. En 1899, à Chicago, Rothstein perd en carte toutes les marchandises et tout l'argent que son père lui avait donné pour ses dépenses. De retour à New York, il vend quelques-uns de ses biens personnels, utilise l'argent pour louer une chambre d'hôtel et s'efforce de rester hors de vue de son père. On peut dire que la rébellion de l'adolescent s'est terminée par une victoire. Après cet incident, son père l'a quitté et a, en quelque sorte, mis une croix sur ce fils. À l'avenir, ils reprendront la communication, mais Arnold ne deviendra jamais un membre à part entière de la famille. Toutefois, à cette époque, ce fait ne préoccupe guère le jeune Rothstein, qui le considère plutôt de manière positive. Il se débarrasse enfin des chaînes du foyer parental et peut faire ce qu'il veut. Et il veut jouer. Il consacre tout son temps libre à améliorer ses talents de joueur, s'essayant à tout ce qui peut rapporter de l'argent, des jeux de cartes aux jeux de billard. Pendant 2 ans, Rothstein visite presque toutes les maisons de jeux de New York et acquiert une expérience inestimable de l'organisation de ce secteur. Il sait désormais dans quel établissement il vaut mieux ne pas jouer et avec quelle personne il ne faut pas s'asseoir à la table. Mais le plus important, c'est qu'Arnold s'est fait des dizaines de connaissances, pénétrant ainsi le cercle de ceux qui ne perdent jamais. De nouveaux amis commencent à l'inviter à des parties où le perdant est connu à l'avance. Rothstein accepte sans hésiter, car cela correspond parfaitement à sa nouvelle philosophie de minimisation des risques. La rencontre la plus importante pour Arnold dans ce type d'établissement est celle du chef informel de Tammany Hall, Tim Sullivan. Sullivan exerce une influence considérable sur la vie politique de New York et est en même temps propriétaire de plusieurs maisons de jeux. Rothstein et lui se rendent dans la même salle de billard et jouent de temps à autre ensemble, tout en discutant de différents sujets. Les connaissances d'Arnold dans la matière impressionnent Sullivan, qui offre à Rothstein un poste de gérant dans l'un de ses établissements. Ce poste permet à Arnold de comprendre le fonctionnement du jeu, non seulement du côté du joueur, mais aussi du côté du propriétaire de l'établissement, tout en lui assurant un revenu régulier plusieurs fois supérieur à son salaire dans la boutique de cigares. Mais Arnold Rothstein n'aurait jamais gagné son surnom de Gross Bankroll s'il s'était arrêté là. Après avoir acquis l'expérience nécessaire, de bons revenus et, surtout, des amis influents, il a commencé à s'essayer à l'ouverture d'établissements de jeux à son compte. Il est clair que ses premières entreprises de ce type n'étaient pas des casinos de luxe avec des centaines de milliers de bénéfices, mais seulement des petits endroits où se réunissaient quelques dizaines de personnes. Dans un entrepôt vide, il aménage une salle pour les dés et loue un petit appartement où il organise des parties de cartes. Non seulement ces entreprises rapportent à Arnold en tant que propriétaire de l'établissement, mais il devient également prêteur, donnant de l'argent aux visiteurs perdants à un taux d'intérêt délirant. Et pour s'assurer que tous les fonds retournent bien dans la poche de Rothstein, il se lie d'amitié avec le plus puissant gangster de l'époque, Monk Eastman. Ainsi, si quelqu'un décidait de ne pas rembourser le prêt, les hommes d'Eastman faisaient tout leur possible pour persuader l'insolent. Et une grosse bankroll sans regret partageait avec eux les bénéfices. Cependant, malgré toutes ces manières de gagner de l'argent, où Rothstein minimise les risques autant que possible, il reste avant tout un joueur, et si l'on ajoute à cela son caractère égocentrique, ce mélange le fait souvent plonger dans des entreprises extrêmement douteuses, comme celle qui lui est arrivée en 1908. À cette époque, Arnold évolue dans des cercles d'un groupe informel d'intellectuels, parmi lesquels se distingue un homme extrêmement arrogant et égoïste. Pour le remettre à sa place, l'un des membres de la société invite à New York sa connaissance, célèbre pour son habileté au billard, et lors de la réunion suivante, après avoir conspiré avec les autres, il commence à rabaisser les capacités de Rothstein dans ce jeu et à exalter son ami, ce qui oblige Arnold à défier ce type. Le lendemain, ils se sont retrouvés à la table de billard et ont joué sans relâche pendant 32 heures. Le gagnant a reçu $500 pour avoir remporté la partie. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce combat, traduit en monnaie moderne au taux de change actuel, l'enjeu de chaque partie s'élevait à un demi-million de roubles. Bien que Rothstein sorte gagnant de $50 000 au taux de change actuel, cette affaire démontre bien que, malgré une excellente compréhension du monde du jeu, Arnold se laisse parfois emporter par ses émotions. Il a défié un homme sans connaître ses véritables capacités, et donc sans pouvoir minimiser les risques en raison de l'absence de la plupart des données initiales. Au fond, toute la vie de Rothstein a été une guerre entre l'émotion et la raison.
Il était doué pour gagner de l'argent, anticipant avec précision les projets rentables, mais il ne pouvait pas contrôler son égocentrisme, qui se traduisait souvent par des actions irréfléchies, dont l'une d'entre elles finirait par l'anéantir. Mais ce n'est pas pour tout de suite, car le pragmatisme de Rothstein l'emporte sur ses coups de tête. Certes, il lui arrive de perdre de l'argent au pari ou aux cartes, et il ne lui reste souvent que quelques dollars en poche, mais ce n'est pas parce qu'il perd, c'est parce que l'argent circule en permanence. Il accordait des prêts, investissait dans des entreprises de ses connaissances et faisait constamment des papiers verts pour travailler, accumulant ainsi en 1910 12 000 $, ce qui était suffisant pour ouvrir un établissement de jeux à part entière. Le seul problème est qu'à cette époque, les jeux d'argent sont illégaux à New York et qu'Arnold a besoin d'une protection politique. Il s'adresse donc à Tim Sullivan qui accepte de l'aider à une seule condition. Rothstein doit prendre une part de Sullivan lui-même ainsi qu'un certain Willie Shee. Le gros bankroll accepte et 24 000 $ s'ajoutent à ses 12 000. Avec ces fonds, Arnold loua un manoir à 3 étages, équipé au rez-de-chaussée du bar, au 2e étage directement de l'établissement de jeu, et au 3e s'installa lui-même. Selon les termes du contrat avec Sullivan, Rothstein gérait lui-même la maison, et Tim et Shee ne recevaient qu'un pourcentage des gains. Et si les premiers sont tout pleinement satisfaits, les seconds voient partout la supercherie et croient qu'Arnold, par diverses machinations, s'approprie la plus grande partie des recettes. Aussi, lorsque l'établissement fut le premier grand pari perdu de 40 000 $, Shee décida de s'approprier tout l'argent, afin de régler ses comptes avec son partenaire. Il a pris le chèque émis par le perdant, mais après avoir encaissé l'argent, il n'a jamais donné la part de Rothstein, ce qui n'a fait qu'empirer les choses pour lui-même. Le gros bonnet n'a pas fait d'histoire et n'a pas demandé à ses connaissances criminelles de lui soutirer l'argent. Il est allé voir Tim Sullivan et lui a dit que Shee pouvait garder l'argent, mais que sa part du joint devait aller à Rothstein. Sullivan estimait qu'il s'agissait d'une solution équitable et donna le feu vert à Arnold, qui mit ses conditions sur papier, puis attrapa Willie ivre dans un bar et lui glissa le contrat qu'il signa sans le lire en lui disant « Tu peux garder l'argent, tu n'as qu'à signer ce papier pour Sullivan ». En un tour de passe-passe, le gros bankroll a doublé les bénéfices de son établissement de jeu et mis à la porte son partenaire gênant, jetant ainsi les bases solides de son ascension fulgurante. Au cours de la décennie suivante, le nom d'Arnold Rothstein apparaît partout où l'on peut gagner de l'argent au jeu. Et ces escroqueries ne resteront pas seulement dans la mémoire de ses contemporains grâce à leur montant, mais resteront dans les annales de l'histoire, surprenant par leur sophistication et leur effronterie non dissimulée. Ayant reçu une part des bénéfices de son ancien partenaire, Rothstein commence à les consacrer à des travaux d'amélioration de la maison. En l'espace de quelques mois, il transforme radicalement les lieux, transformant cet endroit banal en un établissement de jeux de grande classe qui attire les gens riches prêts à y laisser leur argent. Et c'est ce qu'ils ont fait. Rothstein leur a donné un petit coup de pouce. Ils recrutent des dizaines de personnes appartenant à la classe supérieure, pas vraiment riches elles-mêmes, mais bien introduites, et leur demandent de parler plus souvent de son établissement. Si sur les conseils d'un tel interlocuteur, un client se rendait chez Arnold, il recevait 10% de la somme perdue par le client. La plupart du temps, il s'agissait de jolies filles qui aimaient se rincer l'œil, ou de gars dont la langue était la meilleure amie. Et les riches pigeons, qui ont été conduits comme des moutons dans les shops, ont non seulement perdu des sommes impressionnantes, mais ont également conseillé à leurs amis de se rendre dans l'excellente maison de jeu de Rothstein. Les 40 000 $ que Willie Shee avait détournés et qu'il considérait à l'époque comme un énorme profit sont devenus pour l'établissement d'Arnold tout à fait banal, car le nouveau public était prêt à perdre entre 100 et 200 000 $. Il suffisait de lui verser un verre à ce moment-là et de l'entourer d'un couple ou de 3 beautés. Le reste, ils le feraient eux-mêmes. Pourtant, si les affaires de Rothstein prospèrent, sur le front qui le protégeait de l'épée punitive de la justice, une tempête se préparait qui pouvait facilement aplatir tout ce qu'il avait construit. Comme je l'ai déjà dit, toute l'industrie du vice, y compris les jeux d'argent, fonctionnait à New York sous les auspices d'une société du Parti démocrate appelée Tammany Hall. Cette organisation contrôlait la police, qui était déjà directement impliquée dans la collecte de l'argent de la protection. Jusqu'en 1910, ce système a rapporté aux racketteurs, sous forme de pots de vin, 40 millions de dollars par an en valeur actuelle. Et il semblait que si ce système s'effondrait, ce ne serait manifestement pas en une décennie. Mais comme la pratique l'a montré, cette impression était trompeuse. Quelques années et un homme impulsif et cupide du nom de Charles Baker ont suffi. Baker était un mauvais flic typique. Il abusait constamment de son pouvoir, de son autorité et de la corruption. Il était donc le candidat idéal pour être l'homme de main qui collecterait l'argent des maisons du jeu, des bordels et autres établissements illégaux. Baker, comme on l'appelle, travaillait sur le terrain, s'efforçant de convaincre les propriétaires d'établissements illégaux de verser de l'argent à ses clients. Ainsi, lorsqu'il était à nouveau impliqué dans un scandale, les responsables du Tammany Hall et de la police l'écartaient et le remettaient dans la rue.
Au fil du temps, Baker a commencé à se sentir invulnérable en évitant la punition qu'il méritait, ce qui a rendu ses méthodes de collecte de tribut de plus en plus effrontées et brutales, et la conviction que tout le monde devrait travailler exclusivement sous son patronage est devenue presque non négociable dans son esprit. Ainsi, lorsque Tim Sullivan commença à perdre la tête à cause de la maladie et se retira, Baker passa à l'offensive contre ses amis qui étaient auparavant intouchables, où il affronta le propriétaire d'une maison de jeux nommé Bincy Rosenthal. Il bat Rosenthal, fait une descente dans son établissement et tente de l'intimider par tous les moyens possibles. Mais Rosenthal ne cède pas, il dénonce Baker à la presse locale. Jusqu'à ce moment, Tammany Hall et les autorités policières, par égard pour les anciens mérites de Tim Sullivan, avaient tenté de régler le conflit entre Baker et Rosenthal, mais après que Tammany se soit désolidarisé de ce dernier, l'exhortant à se taire et à céder. Rosenthal, bien sûr, n'a pas écouté et a détaché les mains du policier aigri. Baker engage des gangsters et leur ordonne de tuer Bincy. Mais la façon dont il a planifié la tentative d'assassinat est le comble de la stupidité et de l'arrogance. 4 gangsters se sont approchés du restaurant où Rosenthal sortait et l'ont abattu devant quelques dizaines de témoins, dont plusieurs policiers. Mais la veille, Rosenthal avait rendu visite au procureur de Tammany, le républicain Charles Whiteman, et lui avait dit la même chose que ce qu'il avait dit à la presse. Et Charles Baker est inculpé pour avoir commandité le meurtre. L'affaire devient alors une affaire très médiatisée qui révèle au public la corruption de la police et l'anarchie jusque-là étouffée. Bien que ce procès n'ait pas permis d'établir l'implication de Tammany Hall dans le racket, l'organisation ne pouvait plus compter sur la police. Les services des mœurs ont commencé à travailler pour leur objectif direct, ce qui signifie que les propriétaires de maisons de jeux n'ont plus été autorisés à opérer aussi ouvertement qu'auparavant. C'est ainsi qu'un meurtre a brisé un énorme système qui avait fonctionné pendant des décennies. Mais là où certains perdent quelque chose, d'autres y gagnent. Et Arnold Rothstein, qui semblait destiné à sombrer avec Tammany Hall si leur implication dans le mécénat du jeu pouvait être prouvée, n'a fait qu'accroître son influence lorsque les démocrates s'en sont tirés à bon compte. Le battage médiatique autour de Baker n'a pas seulement mis en lumière les brutalités policières, il n'était plus possible pour les hommes politiques de parrainer des entreprises illégales aussi ouvertement qu'auparavant. Tammany Hall avait désormais besoin d'intermédiaires discrets, capables de faire le lien entre la pègre et les autorités sans être des fonctionnaires. Rothstein, qui avait accès aux deux mondes, est devenu l'une de ces personnes. Si les hommes politiques ont besoin d'un homme pour faire le sale boulot, ils s'adressent à Rothstein. Il en va de même pour les gangsters qui ont besoin de résoudre des problèmes juridiques. Sa position lui permet d'imposer son autorité des deux côtés de la loi, ce dont il s'est volontiers servi. Par exemple, lorsque la voiture d'un ami a été volée, Rothstein s'est contenté de passer un coup de fil pour qu'en 1 heure, elle soit rendue saine et sauve, et il s'est excusé auprès de la jeune fille pour le désagrément occasionné. Ou encore, lorsque quelqu'un a tenté de pénétrer dans l'appartement où il jouait aux cartes et que Rothstein, ne sachant pas ce qui se passait, a commencé à tirer et à blesser l'un des policiers qui avait fui une descente dans l'appartement, il a non seulement été immédiatement relâché, en s'excusant d'avoir perturbé le jeu, mais le procès qui a suivi a déclaré l'un des policiers coupable et non lui, et lui a imputé le faux témoignage. Fait remarquable, Rothstein s'est toutefois gardé d'abuser de sa nouvelle position, conscient que même dans de telles circonstances, il ne jouissait pas d'une immunité totale. Et pour ne pas embêter les autorités avec ses affaires, il commence à trouver de nouveaux moyens de gagner de l'argent en jouant, compte tenu de la situation, car à New York, jouer au grand jour est devenu presque irréaliste. Le moyen de détourner l'attention de la police était extrêmement simple. Au lieu d'organiser les jeux dans un seul endroit, au risque de s'attirer les foudres de la population locale, les lieux étaient à chaque fois attribués à un nouvel endroit, le plus souvent dans des chambres d'hôtel louées à l'avance. Ce type d'activité est connu sous le nom de floating play, jeu flottant. Cependant, une telle entreprise ne peut devenir l'occupation principale de Rothstein. Il n'organise des jeux flottants que pour des connaissances fortunées. Pour lui, les principaux revenus provenant de l'organisation de jeux d'argent proviennent des casinos de banlieue où l'on peut travailler ouvertement. Le premier établissement de ce type, appelé Holy Arms, a été ouvert à Long Island, dans le village de Long Beach. Cet établissement, qui comprenait un hôtel et un casino, était situé au milieu d'un terrain verdoyant et bien entretenu, traversé par un ruisseau. Rothstein attire certains des meilleurs croupiers de New York et un chef de l'un des meilleurs restaurants de la Grosse Pomme, transformant le Holy Arms en un établissement haut de gamme, une sorte de country club pour riches où l'on peut, entre autres, perdre quelques milliers de dollars dans une atmosphère agréable. Le second, encore plus huppé, était un casino appelé le Creek. Situé dans la station balnéaire de Saratoga Springs, le Creek était encore plus impressionnant par son luxe que le Holy Arms. Et les visiteurs n'y perdaient plus quelques milliers de dollars, mais des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars.
En quelques années, les établissements ont connu un tel succès que Rothstein est devenu millionnaire, ce qui lui a permis de s'adonner tranquillement à ce qu'il aimait le plus, parier sur les courses de chevaux. Pendant un certain temps, il le fait même dans son propre hippodrome, Havre de Grâce, qu'il possède en partenariat avec plusieurs personnes fortunées. Cependant, les projets obscurs de Rothstein ont donné une image défavorable à ses partenaires qui l'ont finalement contraint à vendre sa part d'action. Il faut dire que les mesures prises par les autres actionnaires n'étaient pas dénuées de fondement. Arnold n'était pas toujours très fair-play. Par exemple, il n'était pas rare que l'un des chefs de course change soudainement de jockey juste avant la course sur laquelle Rothstein avait parié, ce qui entraînait des résultats complètement différents de ceux que les bookmakers avaient prédits. La course de 1917 à Laurel, où les deux champions Hollis et Omar Khayyam se sont affrontés, était un bon exemple. Lors de leur précédente confrontation, Khayyam avait gagné, ce que beaucoup attribuaient à la mauvaise performance du jockey Hollis. Et voilà qu'à Laurel, 5 minutes avant le départ de la course, de manière totalement inattendue pour tout le monde, ce jockey est remplacé par un autre et Hollis l'emporte, ce qui rapporte 300 000 $ à Rothstein. Bien qu'il n'ait jamais été possible de prouver la fraude, un pari aussi important sur un outsider indiquait qu'Arnold en savait manifestement plus que les autres. Dans les courses moins importantes, qui attirent moins l'attention que la compétition des champions, Rothstein et tous les autres prennent des mesures plus audacieuses. Ils pouvaient soudoyer les jockeys pour qu'ils retiennent un cheval à un bon moment, ou donner de l'argent aux palefreniers qui inséraient des petites éponges dans les naseaux du cheval pour gêner leur souffle. Toutes ces astuces permettaient de minimiser au maximum le risque de perdre de l'argent, mais elles étaient pour ainsi dire banales et étaient également utilisées par de nombreux autres parieurs malhonnêtes. L'escroquerie sans précédent réalisée par Rothstein, que personne d'autre n'a répétée, s'est produite en 1921 aux courses d'Aqueduc. À cette époque, Arnold possédait déjà sa propre écurie, où se trouvait notamment un cheval appelé Siderial. Il était encore inconnu où il se produisait, mais en même temps, à l'entraînement, montrait d'excellents résultats, et Rothstein décida de jouer sur lui. Tout d'abord, il engagea Siderial dans une course où les résultats antérieurs de ses rivaux étaient nettement inférieurs aux siens. Deuxièmement, le cheval a été amené des écuries d'Arnold seulement 5 minutes avant le départ de la course. Par ses actions, Rothstein a semé la confusion chez les bookmakers. Non seulement ils ne savaient rien du cheval, mais ils n'ont su qu'au dernier moment s'il participerait à la course, car il n'était pas à l'hippodrome, de sorte que les chances de victoire au début des paris étaient de 50 contre 1. À cela s'ajoute le fait que les bookmakers ne pouvaient accepter des paris à l'époque que verbalement, et que ce jour-là, il y avait environ 20 000 personnes à Aqueduc. Les 120 000 $ que Rothstein a pariés par l'intermédiaire de ses agents sur Siderial n'ont donc éveillé aucun soupçon, et Arnold a réalisé à la fin de la course un bénéfice de 850 000 $, soit l'équivalent de 10 millions de dollars. Cependant, Rothstein n'était pas toujours en mesure d'ajuster la course, et la chance le laissait souvent à d'autres. De sorte qu'une grosse mise de fonds pour une course pouvait perdre des dizaines, voire dans certains cas des centaines de milliers de dollars. Pour minimiser les risques lorsqu'Arnold ne parvenait pas à ajuster les résultats, il engageait une équipe d'analystes professionnels qui, en tenant compte de nombreux facteurs, dont l'humidité et la vitesse et la direction du vent, pariaient l'argent de Rothstein et recevaient un pourcentage des gains. Le plus remarquable ici n'est pas que cette approche ait permis à Arnold de réaliser des bénéfices, mais plutôt la manière dont il y est parvenu. Un matin, Rothstein se rend dans la cuisine de sa maison pour boire de l'eau et y trouve un homme armé, venu le cambrioler. L'intrus n'avait pas l'air d'un voleur ordinaire, ce qui n'a naturellement pas échappé au gros bonnet qui connaît ce milieu de première main. Ce type s'est avéré être un professeur ordinaire de Californie, Will Davis, qui est venu à New York avec 1 000 $ et son propre système de paris, grâce auquel il allait gagner de l'argent, mais qui s'est fait voler dès le jour de son arrivée. Après cela, il s'est énervé et a passé du temps dans un bar, réfléchissant à ce qu'il allait faire ensuite, où il a appris l'existence d'un riche propriétaire de casino, vivant sans sécurité et détenant des milliers de dollars. Puis, Davis s'est procuré une arme quelque part et s'est rendu directement chez Rothstein. Arnold a réussi à découvrir toute l'histoire pendant qu'il allait chercher de l'argent pour le malheureux voleur. Il proposa alors à Davis de choisir entre prendre les 1 000 $ qu'il exigeait ou, si son système était vraiment aussi bon qu'il le disait, Rothstein lui donnerait 100 fois plus et lui verserait un pourcentage sur les bénéfices. Davis choisit la seconde option, prouvant par la suite la validité de l'approche analytique des paris sur les courses des chevaux. Il convient également de noter que Rothstein n'a pas parié uniquement sur les courses de chevaux. À cet égard, il s'intéressait à tout sauf au football, qu'il considérait comme difficile à prédire. On raconte par exemple qu'Arnold aurait participé à la falsification d'un match de boxe entre Jack Dempsey et Gene Turney, ce qui aurait rapporté 500 000 $. Mais l'histoire la plus célèbre, sans rapport avec les courses de chevaux, n'est toujours pas celle-ci,
mais celle où Arnold Rothstein a contribué à truquer le match des World Baseball Series de 1919 entre les Reds de Cincinnati et les White Sox de Chicago. Pour le lecteur, qui est probablement éloigné du monde du baseball, je peux dire que cette falsification, à son échelle, est équivalente au fait que si quelqu'un truquait aujourd'hui la finale de la Ligue des Champions, la Coupe Stanley ou les playoffs de la NBA. L'histoire elle-même remonte au milieu de l'année 1919, lorsque plusieurs joueurs des White Sox, l'équipe qui était la principale favorite pour remporter les World Series cette année-là, ont décidé d'abandonner les séries pour une bonne récompense, parce qu'ils étaient insatisfaits de leur salaire et du refus de leur propriétaire Charles Comiskey de les augmenter. Née à l'état de théorie au cours de l'été, cette idée commence déjà à prendre forme en septembre 1919, lorsque plusieurs joueurs des White Sox rencontrent à Boston un bookmaker nommé Joe Sullivan, qui après avoir écouté leur proposition, accepte de leur verser 80 000 $. Cette somme, exprimée en monnaie d'aujourd'hui, équivaut à environ 1 million, et Sullivan ne dispose pas d'une telle somme. Aussi, après s'être entendu avec les joueurs, il contacte immédiatement une connaissance à New York qui, vous l'aurez deviné, s'appelle Arnold Rothstein. Sullivan décrit la situation à Rothstein et lui demande un prêt, en lui promettant de le tenir informé de tous les développements afin qu'il puisse lui aussi faire un pari rentable. Naturellement, le grand bankroll accepta et, à partir de ce moment, il fut mêlé au plus grand scandale de l'histoire du baseball. Il s'est avéré par la suite que Sullivan n'était pas la première personne à qui les Sox ont proposé de payer pour renoncer aux World Series. Quelques jours avant la réunion de Boston, les joueurs des White Sox se trouvaient à New York où ils ont proposé le même marché à deux petits parieurs et anciens joueurs de baseball, Bill Burns et Bill Maherg, en leur demandant 100 000 $. Alors qu'ils commençaient à chercher des investisseurs pour leur entreprise, Burns et Maherg sont finalement tombés sur le même Rothstein. Arnold, qui avait déjà envoyé l'argent à Sullivan, accepta de leur parler et fixa un rendez-vous dans un restaurant bondé. Après avoir écouté la proposition des escrocs débutants, le gros bonnet fait ouvertement un scandale en public, criant qu'il ne s'impliquerait jamais dans l'aventure proposée. L'idée de cette performance était qu'en faisant affaire avec Sullivan, il était sûr que Joe ferait tout tranquillement. Mais les deux petits joueurs, même s'ils trouvaient l'argent, se feraient probablement prendre à quelque chose. Les refuser en public était donc l'atout de Rothstein en cas de découverte de l'escroquerie. Cependant, après avoir refusé Burns en public, Arnold lui a immédiatement envoyé son homme, Abe Eitel, qui a apporté 100 000 $ et a déclaré que Rothstein avait changé d'avis. Pourquoi avait-il fait cela, me direz-vous ? C'est très simple. Après avoir donné l'argent à Sullivan, il s'est rendu compte qu'il ne le donnerait pas aux joueurs en une seule fois, mais qu'il en utiliserait la plus grande partie pour faire des paris. Il existait donc un scénario probable dans lequel les joueurs des White Sox pouvaient se sentir floués et refuser d'honorer les conditions. Mais si d'autres personnes que Sullivan leur proposaient 100 000 $ supplémentaires, l'appât du gain aurait dû l'emporter sur la méfiance, et tout semblait presque parfait sur le papier. Sullivan promet aux joueurs 10 000 $ après chaque partie perdue et la somme restante après la défaite finale. Eitel, qui agit au nom de Rothstein, promet aux joueurs par l'intermédiaire de Burns et Maherg 20 000 $ après chaque match perdu et le reste à la fin du tournoi. Les White Sox sont satisfaits de ces accords et abandonnent les deux premiers matchs, sur les 4 qu'il fallait perdre pour abandonner le tournoi. En d'autres termes, l'équipe qui a été la première à remporter 4 victoires a gagné la série. Cependant, au lieu des 60 000 $ dus par les deux groupes de parieurs, les Sox n'en ont reçu que 20. Les joueurs de baseball, furieux, réclament à Burns et Maherg leur argent, qu'ils tentent de mendier auprès d'Eitel. Mais Abe n'a pas voulu donner un centime. De plus, au même moment, Sullivan, qui devait également de l'argent aux joueurs de baseball, était injoignable. Ils ont donc remporté le 3e match de la série sans crier gare, éliminant Burns et Maherg, qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui avaient parié tout ce qu'ils avaient sur chaque match. Après cela, les deux hommes se sont tout simplement volatilisés, laissant Joe Sullivan seul dans la partie qui n'avait rien à perdre d'une victoire des Sox, puisqu'il avait parié sur la perte totale de la série, mais qui ne pouvait pas les laisser gagner davantage. Après le 3e match, Sullivan a contacté les joueurs et leur a versé 20 000 $ supplémentaires, en leur promettant de ne plus disparaître à partir de maintenant et de payer à temps, ce sur quoi il a bien sûr menti. Après la 3e défaite des Sox, Sullivan a de nouveau disparu et n'a pas payé. Les joueurs de baseball et leurs familles ont commencé à recevoir des menaces de la part de gangsters, si bien qu'ils ont fini par abandonner la série, perdant le dernier match de la série en 8e. Tandis qu'à l'intérieur de l'escroquerie, chacun essayait de tromper l'autre pour obtenir plus d'argent, à l'extérieur, le public commençait à soupçonner quelque chose qui n'allait pas. Sullivan, à Boston, misait de grosses sommes d'argent contre les Sox. Rothstein, à New York, pariait plus de 300 000 $ contre les Sox par l'intermédiaire de ses agents. Et Abe Eitel, à Cincinnati, pariait sur le fait que les Sox allaient perdre chaque match. Toutes ces actions ont attiré l'attention sur la rivalité entre Cincinnati et les Sox.
et de nombreux journalistes et bookmakers non impliqués ont commencé à parler ouvertement de la vénalité de la série. Cependant, le tollé général et le procès qui s'ensuit ne touchent en rien Rothstein. Certes, il était sur l'affaire, et il a même été jugé, mais grâce à ses relations politiques et aux mesures de précaution prises à l'avance, le plus loin possible de l'épicentre des événements, il n'a subi aucune sanction, ayant reçu une estimation modeste d'au moins $1 million de bénéfices de l'escroquerie. Et le plus remarquable, c'est qu'Arnold a gagné ce $1 million par les mains d'autres personnes, et que Sullivan, Burns et Mahag sont venus lui demander de l'argent, puis ils ont tout fait eux-mêmes, et Rothstein n'a eu qu'à se contenter de l'écrémage. Il faut dire qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Au milieu des années 1910, Arnold avait déjà pleinement justifié son nom de grosse bankroll, et chaque mois, il était sollicité par des dizaines de personnes qui avaient besoin d'argent à des fins tout à fait différentes. Escroquerie, paris, pour tenir jusqu'à la semaine prochaine, et même commanditer le meurtre d'un mari infidèle. Rothstein donnait de l'argent à tout le monde, puis le reprenait avec les intérêts. Selon son avocat, Arnold était obsédé par l'usure autant que par le jeu ou les paris. Il pouvait passer toute la journée dans son café préféré, où les gens venaient exposer leurs idées et obtenir un prêt. Il passait ensuite autant de temps à rembourser l'argent et à percevoir ses intérêts. Pour Rothstein, l'usure était aussi une sorte de jeu, où il misait de l'argent pour le récupérer plus tard, sous forme d'intérêts ou d'autres choses. Par exemple, plusieurs producteurs de Broadway ont emprunté de l'argent pour leur production, mais celles-ci ont fini par échouer, ce qui les a empêchés de rembourser l'argent. Rothstein a accepté d'effacer leurs dettes s'ils souscrivaient une assurance vie sur leur vie et lui remettaient les polices. Autrement dit, ces hommes ont accepté de participer avec le diable, mettant leur vie à la merci d'un gros bonnet qui pouvait facilement ordonner leur assassinat si ses demandes ultérieures n'étaient pas honorées. De même, l'usure a permis à Rothstein de prendre des participations dans de nombreuses entreprises d'autres personnes qui ne pouvaient pas rembourser l'argent à temps, mais qui étaient disposées à partager une partie de leurs affaires, à la fois légalement et dans le secteur de l'ombre. À partir d'une maison de jeu à New York, Arnold Rothstein s'est constitué en 10 ans une fortune de plusieurs dizaines de millions de dollars. Dans les années 1920, au moment de l'introduction de la prohibition, il est considéré comme l'un des acteurs les plus sérieux du monde criminel de la grosse pomme. Il a des amis influents des deux côtés de la loi, ainsi que l'autorité d'un homme qui ne refuse jamais son aide, même si elle représente un pourcentage. Très vite, cette réputation amènera des dizaines de criminels à sa porte, dont beaucoup laisseront plus tard leur marque dans l'histoire criminelle pour toujours. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, New York a commencé le XXe siècle en incarnant Sodome et Gomorrhe, mais dans les années 1920, l'époque du vice légalisé touchait à sa fin. Une partie du public s'est d'abord révoltée contre la prostitution, qui est tombée dans l'ombre, puis les maisons de jeux se sont transformées en jeux flottants, les drogues ont été interdites, et enfin en 1920, l'alcool a été banni. Pour les initiateurs de ces changements, tout cela ressemblait à une victoire, au début de la transformation de la société en quelque chose de nouveau, de lumineux et de libéré du péché. Le problème, c'est que la société elle-même, à laquelle on ne demandait rien, ne voulait pas renoncer à ses péchés, en particulier à celui qui était interdit par le 18e amendement. Et là où il y a de la demande, il y a de l'offre. Et des milliers de types avec des armes à la ceinture dans tout le pays se sont mis à faire des bottle ganging. Naturellement, la grande majorité de ces hommes d'affaires n'avaient pas d'argent nécessaire pour prospérer. Beaucoup se contentèrent donc d'être des bootleggers locaux, et ceux qui ne l'étaient pas s'adressaient à des gens comme Arnold Rothstein. Grâce à sa notoriété en tant qu'homme ayant de l'argent à prêter, le grand banquier de la Prohibition a contribué à la formation de plus d'une douzaine de gangsters. Parmi eux figuraient des personnages aussi célèbres que Meyer Lansky, Bugsy Siegel, Lucky Luciano, Frank Costello, Bill Dwyer, Dutch Schultz, Jacob Shapiro, Louis Lepke Buchalter, Jack Diamond, Wixie Gordon et Maxi Greenberg. Le plus souvent, bien sûr, Rothstein a joué le rôle d'acolyte pour ces individus, mais les trois derniers personnages ont été pendant un certain temps très étroitement liés à une grosse somme d'argent provenant de la contrebande d'alcool. Après tout, les prêts sont des prêts, et Arnold n'allait pas manquer une si belle occasion de gagner de l'argent. Avec Wixie Gordon et Maxi Greenberg, il conclut un accord de partenariat lorsqu'ils vinrent lui demander de l'argent. Au début, Rothstein contrôlait même l'ensemble de l'opération de contrebande. Mais après avoir réalisé à quel point le bootlegging causait des problèmes avec ses vols et ses fusillades constants, il s'est retiré en arrière-plan, ne recevant plus qu'un pourcentage des bénéfices. Il en va de même pour Jack Diamond, qui a d'abord travaillé pour Arnold en tant qu'agent de sécurité personnelle, puis s'est reconverti dans l'escorte de camions d'alcool avant de recevoir un financement de Rothstein et de se lancer dans le bootlegging à son compte. Comme vous pouvez le constater, le gros bonnet s'est délibérément éloigné de la contrebande d'alcool, la confiant à d'autres personnes et restant dans l'ombre. Malgré les bons profits, il n'aimait pas le fait qu'il y avait trop de variables à prendre en compte dans le bootlegging pour que tout se passe bien.
Il fallait des gros navires, des petits bateaux, des camions, des entrepôts, des pots de vin à la police, aux douanes, aux gardes-côtes et à je ne sais qui d'autre. Et si quelque chose ne fonctionnait pas, l'opération était vouée à l'échec. Et n'oublions pas que les bootleggers aimaient attaquer les caravanes d'alcool des autres. La drogue, c'est autre chose. Une valise de poudre magique peut rapporter autant qu'une douzaine de bateaux chargés d'alcool. De plus, la concurrence dans ce domaine est 100 fois moindre que dans le commerce de l'alcool illégal. Après la mort de Rothstein, le Federal Bureau of Narcotics, ancêtre de la DIA, dira que son réseau était le plus important de l'histoire du pays à l'époque. Arnold achetait de l'héroïne en Europe et en Chine et l'introduisait ensuite clandestinement aux États-Unis par divers moyens. En Europe, il travaillait pour deux hommes nommés Don Collins et Harry Mather, et en Chine, Sidney Stiers, Jacob Katzenberg et George Hoffner, qui envoyaient ensuite la marchandise à New York, où Rothstein la vendait à d'autres gangsters qui vendaient déjà de l'héroïne à des toxicomanes dans le commerce de détail. Outre la contrebande de drogue, la grosse caisse était également à l'origine du racket syndical, contribuant fortement au crime organisé dans les syndicats et des districts de l'habillement. Bien que les hommes d'affaires et les travailleurs engageaient des gangsters pour faire respecter les grèves avant même que Rothstein ne s'intéresse à l'affaire, c'est son financement qui a déclenché l'infiltration complète des syndicats. Tout a commencé lorsqu'en 1924, le grand banquier a été approché par des communistes qui demandaient un prêt pour le parti. Arnold a accepté et leur a donné 1 800 000 $ à un taux d'intérêt de 25% par an. Il les a également aidés à trouver un terrain d'entente avec la police pendant les grèves et des hommes forts pour résister si la grève voulait être interrompue. Et pour que ces quelques voyous n'éveillent pas les soupçons, ils ont été acceptés au sein du parti communiste et des syndicats. Naturellement, ces voyous étaient subordonnés à nul autre qu'Arnold Rothstein, qui pouvait déjà, par leur intermédiaire, siphonner l'argent des syndicats pour le mettre dans sa poche. Au début, Jack Damon et Jacob Orgin étaient à la tête de ce racket. Mais à la fin des années 1920, ils ont été remplacés par Louis Bechelter et Jacob Shapiro, qui ont pris le contrôle de la plupart des syndicats de l'habillement après la mort de Rothstein. Si l'on considère la façon dont les années 1920 ont commencé pour Arnold, prohibition, contrebande de drogue, racket syndical, on peut dire que rien n'était de mauvais augure. Il continue, comme il l'a toujours fait, à trouver de nouvelles entreprises et à gagner de l'argent avec la plupart d'entre elles. Mais en 1928, une série noire s'abat sur lui. Au début de l'année, il perd environ 1 million de $ dans des investissements immobiliers infructueux, puis il commence à perdre régulièrement de grosses sommes d'argent. Meyer Lansky a déclaré que Rothstein ressemblait alors à une personne obsédée, comme si une fièvre du jeu s'était emparée de son cerveau et qu'il lui était impossible de s'arrêter. On pourrait dire que les émotions de Grande Bankroll l'ont mis au tapis, et elles avaient pris le dessus. Il faut aussi noter, et ce dont peu de gens parlent, que l'entourage d'Arnold a remarqué des choses étranges chez lui pendant cette période, qui rappellent beaucoup les habitudes des toxicomanes. Et la femme de Rothstein a remarqué que cette année, le cercle social de son mari a changé de façon spectaculaire. Alors qu'auparavant il passait plus de temps avec des hommes politiques et des hommes d'affaires fortunés, il s'entoure désormais de gangsters comme Jack Damon et Meyer Lansky, qu'il ne considérait auparavant que comme des relations d'affaires. Tout cela ne dit qu'une chose. Tôt ou tard, avec une telle vie, Rothstein va avoir de sérieux ennuis. Cependant, personne ne peut penser que ce qui sera fatal à Arnold sera une banale partie de cartes. Au début du mois de septembre 1928, Gros Bankroll participe à une partie de cartes organisée par George McManus, à laquelle assiste également le joueur Alvin Titanic Thompson, deux petits gangsters, Meyer et Sam Boston, ainsi que deux autres joueurs, Martin Bowie et Nathan Nate Redmond. Pendant toute la durée de la partie, quelle que soit la main de Rothstein, il n'arrive pas à gagner une seule main avec un pot décent, commençant à soupçonner qu'on tente de l'arnaquer. À chaque fois, il misait de plus en plus, et finalement, avec une excellente main en poche, il portait sa mise à 40 000 $, mais perdit à nouveau. Il explose alors, se met à crier et à accuser les personnes présentes de tricherie, puis s'en va rapidement en promettant qu'elles ne toucheront pas un centime de ces 320 000 $ qu'il a perdus ce jour-là. Arnold ne mentait pas, il n'allait vraiment pas payer, convaincu qu'il avait été trompé. Mais George McManus, qui, en tant qu'organisateur du jeu et responsable de l'acte de Rothstein, est bien décidé à obtenir le moindre centime. Chaque jour, le bureau du grand banquier recevait des dizaines d'appels réclamant un remboursement, et McManus lui-même essayait de le faire changer d'avis à chaque fois qu'il croisait Rothstein. Si, lorsque George a appelé Arnold et l'a invité dans sa chambre d'hôtel, le grand Bankroll ne s'attendait pas à des ennuis. Pourtant, ceci survenait. Il monte dans la chambre de McManus tard dans la soirée du 5 novembre et en redescend moins d'1 heure plus tard, blessé par une balle à l'estomac. Il a été découvert dans le hall d'hôtel par un portier qui a immédiatement appelé la police et une ambulance. Lorsque la police est arrivée à l'hôtel, Rothstein n'a pas dit un mot sur ce qui s'était passé, et il a répété la même chose à l'hôpital où l'ambulance l'a emmené.
À première vue, cela semble étrange, car Arnold avait déjà signalé à la police des infractions commises à son encontre et n'était pas tenu par un code du silence. Cependant, la perplexité disparaît dès qu'on regarde de plus près les événements qui suivent. Lorsque l'enquête de police a commencé, on a d'abord trouvé sous les fenêtres de l'hôtel une arme qui avait servi à tirer. Puis, directement dans la chambre où Rothstein est entré, on a trouvé un manteau portant les initiales de George McManus. Mais après cela, des choses étranges ont commencé à se produire. Les empreintes de l'arme ont disparu, aucune trace de sang n'a pu être trouvée entre la chambre d'Arnold, le hall d'entrée, et pratiquement personne n'a cherché McManus lui-même, bien qu'il soit le principal suspect. On avait la nette impression que quelqu'un mettait des bâtons dans les roues de la justice. Pour comprendre à qui il était profitable, il faut examiner de plus près le cas de George McManus qui, comme il s'est avéré, n'avait pas moins de relations politiques qu'Arnold Rothstein. McManus, tout comme Rothstein, était une sorte de médiateur entre les autorités et la pègre, ayant de sérieuses relations au sein du Tammany Hall, ce qui l'a finalement sauvé d'une condamnation, bien que toutes les preuves et plusieurs témoins aient clairement indiqué sa culpabilité. Il n'est donc pas surprenant que Rothstein ait gardé le silence sur le tireur. Après tout, il ne s'agissait pas de dénoncer un simple gangster. McManus aurait certainement fait intervenir le Tammany Hall, ce qui aurait risqué d'entraîner la perte de ses propres mécènes politiques. D'accord, nous avons expliqué pourquoi Rothstein s'est tué et pourquoi McManus a finalement été acquitté. Mais que s'est-il passé dans la pièce elle-même ? Si l'on additionne toutes les déclarations des témoins, les preuves trouvées par la police et les faits sur lesquels la police a fermé les yeux, nous obtenons la chaîne d'événements suivante. McManus arrive à l'hôtel le matin du 5 novembre parce qu'il s'est disputé avec sa femme la veille. Un peu plus tard, il reçoit la visite des 2 camarades avec lesquels il passe un moment bruyant en s'enivrant de boissons chaudes. Le soir, ayant suffisamment bu, il décide d'inviter Rothstein à lui parler. Vers 23h, Arnold entre dans la pièce. Une conversation s'anime, qui prend ensuite un ton plus élevé. Après quoi, McManus lui-même ou l'un de ses amis n'en peut plus et sort une arme, tirant volontairement ou accidentellement sur Rothstein. Les camarades abasourdis jettent alors leur arme par la fenêtre et quittent rapidement la chambre d'hôtel, et si vite que McManus enfile le manteau de Rothstein qui ressemble au sien. Plus loin, Arnold se blesse dans le hall de l'hôtel où il est transporté à l'hôpital, où il restera 24 heures. Le 6 novembre, les médecins déclarent Arnold Rothstein mort en raison de lésions internes. Environ 600 personnes assistent à son enterrement au cimetière de Queens. La mort si soudaine du grand banquier a semé la confusion parmi ses associés. Une chasse aux papiers a immédiatement été lancée, ce qui gênait de nombreuses personnes sérieuses, et les copains les plus malins se sont immédiatement emparés d'une grosse partie de sa fortune. Mais ceci est une autre histoire. Telle est la biographie d'Arnold Rothstein, joueur, propriétaire de casino, trafiquant d'alcool, trafiquant de drogue, usurier et le plus célèbre capital risqueur du monde criminel. Au cours de sa courte vie, il a réussi à mettre la main sur tout ce qui allait alimenter la pègre tout au long du XXe siècle.